Mes parents m'ont toujours dit que j'étais adoptée, puis m'ont abandonnée, mais, apprenant mon succès commercial, ils m'ont poursuivie en justice. Je ne suis pas tout à fait sûre de quand j'ai réalisé pour la première fois que ma vie était différente, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais dans le fonctionnement des choses à la maison. Peut-être que c'était quand j'avais 5 ans et que ma mère, avec ses yeux froids et ses lèvres serrées, m'a dit pour la première fois que j'étais adoptée. Il n'y avait aucune gentillesse dans sa voix, aucune explication douce pour amortir le choc. Elle l'a simplement dit comme si c'était un fait de la vie, comme me dire que le ciel était bleu ou que l'eau était mouillée. Je me souviens l'avoir fixée, attendant quelque chose de plus, une sorte de réconfort ou de soulagement, mais rien n'est venu. C'est la première fois que je me suis sentie vraiment seule. À partir de ce moment-là, adopter est devenu mon étiquette, ma malédiction. Mes parents, enfin, les personnes que je devais appeler mes parents, ne m'ont jamais laissé l'oublier. Mon père n'était pas meilleur que ma mère. C'était un homme de peu de mots, mais son silence était bien plus terrifiant que tout ce qu'il aurait pu dire. Son mépris pour moi était palpable, une présence constante dans notre maison. Il flottait dans l'air comme un brouillard toxique, étouffant et inévitable. Ma mère était la plus expressive, me rappelant constamment que je n'étais pas vraiment son fils, que je n'avais pas ma place ici. « Tu n'es pas un des nôtres, disait-elle, la voix pleine de venin. Tu n'es qu'une erreur que nous avons commise, quelque chose que nous avons été obligés d'accepter. » Les mots me blessaient à chaque fois, laissant des cicatrices invisibles qui ne faisaient que s'approfondir à chaque répétition. J'ai grandi dans la peur, marchant sur des œufs dans ma propre maison. Chaque parole, chaque action était examinée, critiquée et punie. Je n'ai jamais été assez bien pour eux. Si j'obtenais une bonne note à l'école, ils la minimisaient, disant que ce n'était pas assez bien. Si j'essayais de faire quelque chose de bien, comme nettoyer la maison ou aider à préparer le dîner, ils trouvaient des défauts, soulignant chaque petite erreur comme si c'était le reflet de ma propre existence. Les abus émotionnels étaient implacables, mais les abus physiques étaient ce qui me terrifiait le plus. Mon père avait un tempérament vif et ses poings étaient tout aussi rapides. Il me frappait pour la plus petite infraction, ne pas finir mon assiette, parler hors de propos, ou simplement être au mauvais endroit au mauvais moment. Les passages à tabac étaient brutaux, me laissant meurtrie et brisée, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ma mère restait debout et regardait, les bras croisés sur la poitrine, les lèvres courbées dans une grimace de mépris. Elle n'est jamais intervenue, n'a jamais essayé de l'arrêter. Parfois, elle participait même, me giflant au visage ou me tirant les cheveux jusqu'à ce que je crie de douleur. J'ai appris dès le début que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Il détestait la faiblesse et les larmes en étaient un signe. Alors j'ai cessé de pleurer. J'avalais la douleur, je l'enterrais au plus profond de mon être où il ne pouvait pas la voir. Je suis devenue insensible, détachée de ma propre souffrance. C'était la seule façon de survivre. L'école est devenue mon refuge, le seul endroit où je pouvais échapper aux cauchemars de ma vie familiale. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que d'être à la maison. Mes professeurs étaient aimables, ils remarquaient l'enfant silencieux et renfermé qui sursautait aux mouvements brusques et ne souriait jamais. Ils ne connaissaient pas toute l'étendue de ce qui se passait à la maison, mais ils en savaient assez pour offrir de petits actes de bonté, un mot gentil, une tape dans le dos, un sourire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était plus que ce que je recevais jamais à la maison. Mes camarades de classe étaient aussi pour la plupart aimables. Je n'étais pas populaire, mais je n'étais pas non plus un paria. Je restais à l'écart, trop effrayée pour laisser quelqu'un s'approcher trop près, mais certains enfants prenaient le temps de me parler, de s'asseoir avec moi à la cantine ou de jouer avec moi pendant la récréation. Ils ne posaient pas trop de questions et j'étais reconnaissant pour ça. Je ne voulais pas parler de ce qui se passait à la maison. Je ne voulais pas que personne sache à quel point j'étais vraiment brisée. En grandissant, je me suis entièrement consacrée à mes études, désespérée de prouver que je valais quelque chose, n'importe quoi. J'ai excellé à l'école, obtenant de hautes notes et les éloges de mes professeurs. Ils ont vu le potentiel en moi, un potentiel que mes parents refusaient de reconnaître. Je passais tout le temps que je pouvais à l'école, participant à des clubs et à des activités parascolaires, juste pour éviter de rentrer à la maison. Mais peu importe à quel point je réussissais à l'école, ce n'était jamais assez pour mes parents. Ils ont continué à me rabaisser, à me démolir à chaque occasion. « Tu te crois si intelligent,
se moquait ma mère, mais tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Mon père me fixait simplement, les poings serrés sur les côtés, prêt à frapper à la moindre provocation. L'obtention de mon diplôme d'études secondaires devait être un moment de fierté, un jalon marquant le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Mais pour moi, ce n'était qu'un autre rappel de mon inutilité aux yeux de mes parents. Ils ne se sont même pas donné la peine d'assister à la cérémonie. Je suis restée là avec ma robe et mon bonnet, regardant mes camarades être embrassés et félicités par leur famille, me sentant plus seule que jamais. Je savais que je devais partir. L'université était mon billet pour la liberté, une chance d'échapper à l'enfer qu'était ma vie familiale. J'ai postulé dans autant d'universités que possible, désespérée pour la moindre chance de partir. Quand j'ai été acceptée dans une université à quelques heures de là, je me suis sentie euphorique. Ce n'était pas loin, mais c'était assez loin. J'ai fait mes valises et je suis partie sans regarder en arrière, impatient de commencer une nouvelle vie. Mais l'université n'a pas été l'évasion que j'espérais. Les dommages que mes parents m'avaient infligés étaient trop profonds, les cicatrices trop récentes. J'avais du mal à me connecter aux gens, à faire confiance à quelqu'un. Je restais ce petit garçon effrayé, sursautant à l'ombre, attendant toujours le pire. Les voix de mes parents résonnaient encore dans ma tête, me disant que je ne valais rien, que je n'avais pas ma place ici. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation qu'ils avaient raison, que je n'étais qu'un imposteur feignant d'être quelque chose que je n'étais pas. Je me suis consacrée à mes études, comme je l'avais fait au lycée, mais la pression était écrasante. Je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à suivre le rythme des exigences de la vie universitaire. J'ai commencé à sombrer, à plonger dans une profonde dépression dont je ne pouvais pas sortir. Et pendant ce temps, les choses à la maison empiraient. Les abus de mes parents avaient atteint de nouveaux niveaux de cruauté. Ils semblaient prendre plaisir à ma souffrance, sachant que même si j'étais à des kilomètres de là, ils avaient encore le contrôle sur moi. Ils m'appelaient juste pour me rappeler à quel point j'étais inutile, comment je n'arriverais jamais à rien. Si je ne répondais pas, ils laissaient un message vocal après l'autre, leur voix pleine de méchanceté et de haine. C'est lors d'un de ces appels téléphoniques que ma mère a lâché la bombe la plus grosse de toutes. « Tu sais que nous ne t'avons même pas voulu », a-t-elle dit, la voix froide et éteinte. « Nous t'avons juste adopté parce que nous pensions que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Mais ensuite nous avons eu ton frère et nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas besoin de toi. Nous le regrettons depuis. » J'ai senti comme si on m'avait arraché le sol sous les pieds. J'ai toujours su que j'étais adoptée, mais entendre qu'ils ne m'avaient jamais aimée, que je n'étais qu'une erreur dont ils ne pouvaient pas se débarrasser, c'était trop. Cela a brisé quelque chose en moi, quelque chose qui s'accrochait à un fil depuis des années. J'ai arrêté d'aller en cours, j'ai arrêté de me soucier de tout. Je restais au lit pendant des jours, regardant le plafond, incapable de bouger. Le monde se sentait gris et sans vie, comme si on lui avait drainé toute sa couleur. Je ne voyais pas de sortie, je ne voyais pas d'avenir pour moi. Un soir, je me suis retrouvée debout sur le toit du bâtiment de ma résidence universitaire, regardant vers le bas, le sol très en dessous. Le vent était froid, il mordait ma peau, mais je ne le sentais presque pas. J'étais engourdie, perdue dans ma propre obscurité. J'ai pensé à sauter, à en finir là même. Cela aurait été si facile, un seul pas en avant et toute la douleur aurait pris fin. Mais quelque chose m'a arrêté, une petite voix au fond de mon esprit me disant qu'il devait y avoir quelque chose de plus dans la vie que ça, que je ne pouvais pas les laisser gagner. Je n'étais pas prêt à abandonner, pas encore. J'ai fait un pas en arrière du bord et je suis rentré. Mais l'obscurité n'a pas disparu. Elle a persisté, une présence constante dans mon esprit, me chuchotant que je n'échapperais jamais, que je serais toujours coincé dans cet enfer. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas où aller. J'avais trop honte pour raconter à quelqu'un ce qui se passait vraiment, trop peur qu'on me voie comme mes parents le faisaient, comme une chose inutile et brisée. J'ai gardé tout cela en moi jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Un jour, je me suis effondrée en plein cours. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, je n'ai pas pu continuer à faire semblant que tout allait bien. Mon professeur m'a regardé et a su que quelque chose n'allait pas. Il m'a emmené de côté après le cours et m'a demandé ce qui se passait. Je ne voulais pas le lui dire, mais les mots sont sortis en torrent. Je lui ai tout raconté, les abus,
le sentiment constant d'inutilité, la dépression qui me consumait. Il a écouté, vraiment écouté, sans juger ni compatir. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un se souciait vraiment de moi, que je n'étais pas complètement seule. Il m'a aidé à contacter les services de conseil de l'université et j'ai commencé à voir un thérapeute. Ce n'a pas été une solution rapide, mais ça a été un début. Lentement et douloureusement, j'ai commencé à démêler les années de dommages que mes parents avaient causés. La thérapie a été difficile, elle m'a obligée à confronter les choses que j'avais enterrées pendant si longtemps. Mais elle a aussi été très libératrice, me permettant de voir que je n'étais pas le monstre que mes parents m'avaient fait croire que j'étais. J'étais juste une personne qui avait été blessée de manière que personne ne devrait être blessé. Mais même lorsque j'ai commencé à guérir, la situation à la maison a continué à se détériorer. Mes parents se sont mis en colère lorsqu'ils ont découvert que j'étais en thérapie. Ils m'ont traité de faible, de pathétique, d'une honte. Ils m'ont dit que je perdais mon temps, qu'aucune thérapie ne pourrait réparer ce qui n'allait pas en moi. Et puis ils ont fait l'impensable, ils m'ont renié. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais me revoir ni avoir de nouvelles de moi, que je n'étais plus leur fils. Ils ont dit qu'ils avaient rempli leur devoir en m'élevant et que maintenant j'étais seule. J'étais dévastée, mais une partie de moi s'est aussi sentie soulagée. Je n'avais plus à faire semblant, je n'avais plus à maintenir la mascarade d'être leur fils. Je pouvais enfin être libre de vivre ma vie à mes propres conditions. Mais la liberté venait avec ses propres défis. Sans le soutien de mes parents, j'étais seule financièrement. J'ai dû trouver un travail pour me maintenir pendant que je continuais mes études. Et c'était difficile. Le poids de tout ce qui s'était passé pesait encore lourd sur mes épaules, et il y avait des jours où je sentais que je ne pouvais pas continuer. Mais j'ai continué, déterminée à me prouver à moi-même que j'étais plus que ce que mes parents m'avaient fait croire. L'université devait être mon évasion, mais elle s'est avérée être plus une transition qu'un nouveau départ. J'ai emménagé dans une petite chambre exiguë qui sentait le renfermé et la vieille moquette. Les murs étaient minces et je pouvais entendre tout ce que faisaient mes voisins, des disputes nocturnes aux rires, parfois maladroitement, des activités plus intimes. Mais c'était mon propre espace, loin de l'environnement toxique de la maison de mes parents, et c'était tout ce qui importait. Ma chambre était à peine plus grande qu'un dressing, avec juste assez de place pour un lit simple, un bureau et une petite armoire. Ce n'était pas beaucoup, mais je l'ai fait mien. J'ai collé des affiches de groupes que j'aimais, quelques paysages qui me rappelaient des endroits où je préférais être et un calendrier pour suivre mes tâches et mes quarts de travail. Mon colocataire, Chris, était un garçon calme, avec qui il était facile de s'entendre. Il était d'un petit village de l'Iowa, étudiait l'ingénierie et nous nous sommes liés par notre désir mutuel d'échapper à notre passé. J'avais besoin de payer ma chambre, alors j'ai accepté un travail dans un café à proximité. Ce n'était pas glamour et les heures étaient longues, mais cela me donnait un revenu stable. Le travail était simple, préparer du café, prendre les commandes et gérer le client difficile occasionnel. La routine était monotone, mais d'une certaine manière, c'était réconfortant. Cela gardait mon esprit loin de l'obscurité qui persistait encore au fond de mon esprit, les voix de mes parents qui chuchotèrent encore que je n'étais pas assez bien. Chris travaillait dans le même café, ce qui facilitait les choses. Nous allions travailler ensemble, parfois dans un silence confortable, parfois en parlant des cours ou de la fille occasionnelle qui attirait notre attention. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était une amitié, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. C'est pendant un de ces longs quarts de travail au café que nous avons rencontré Jay. Jay était un client régulier, étudiant en administration des affaires avec un esprit vif et un esprit vif. Il portait toujours des vêtements bien taillés qui semblaient déplacés dans le café sombre, et il avait un air de confiance qui était à la fois intimidant et contagieux. Il entrait tous les jours, commandait la même boisson compliquée et s'asseyait à la table du coin avec son ordinateur portable, travaillant sur quelque chose qui semblait toujours être un peu hors de portée pour le reste d'entre nous. Un jour, après l'avoir servi comme d'habitude, Jay nous a appelés. « Vous semblez être des gars intelligents », a-t-il dit, les yeux nous parcourant comme s'il nous évaluait. « Avez-vous déjà pensé à faire autre chose de votre vie que de servir du café ?» Chris et moi avons échangé des regards. Nous savions tous les deux la réponse à cette question, mais aucun de nous ne l'avait exprimée à haute voix. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé avec prudence.
Jay s'est détendu sur sa chaise, un sourire malicieux aux lèvres. Je veux dire gagner de l'argent pour de vrai, sortir de ce trou et faire quelque chose de votre vie. Je pouvais sentir l'excitation grandir dans ma poitrine, mais j'ai essayé de garder ma voix ferme. On écoute. Jay a expliqué son idée, un concept d'entreprise qui semblait fou et brillant à la fois. Vous savez comment les magasins bradent toujours les articles de saison lorsqu'ils sont hors saison, n'est-ce pas? Par exemple, qui a besoin de pelle à neige en été ou de chaises de plage en hiver? Ils donnent pratiquement ces choses. Chris a acquiescé. Oui, je suppose. Eh bien, a poursuivi Jay, que se passerait-il si nous achetions ces choses lorsqu'elles sont bon marché, les stockions pendant quelques mois, puis les vendions à un prix supérieur lorsque les gens en ont vraiment besoin? C'était un concept simple, mais plus nous y réfléchissions, plus cela avait du sens. Les gens ne sont jamais préparés au changement de saison. Ils ne pensent pas à l'avance, lorsqu'ils ont soudainement besoin de quelque chose, ils sont prêts à payer le prix le plus élevé pour l'obtenir. Chris a été le premier à exprimer la préoccupation évidente. Mais où allons-nous trouver l'argent pour acheter toutes ces choses en premier lieu? Jay a fait un geste de la main avec dédain. C'est la partie facile. On rassemble nos économies et j'ai une ligne de crédit à faible taux d'intérêt. On commence petit et on réinvestit tout ce qu'on gagne jusqu'à ce qu'on ait assez pour que les choses fonctionnent vraiment. Cela semblait risqué et une partie de moi doutait. Je venais de commencer à remettre ma vie sur les rails et l'idée de m'endetter était terrifiante. Mais l'idée de pouvoir enfin échapper à la routine, de me prouver à moi-même et à tous les autres que je valais quelque chose, était trop tentante pour être ignorée. Chris était partant. Après un peu plus de persuasion, je l'étais aussi. Nous avons passé les semaines suivantes à planifier chaque détail, depuis les articles que nous allions acheter jusqu'à l'endroit où nous allions les stocker. Nous avons loué une petite unité de stockage à la périphérie de la ville, en utilisant le peu d'argent que nous avions rassemblé. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Les premiers mois ont été difficiles. Nous passions chaque minute libre à parcourir les rayons de liquidation et les ventes de garage, achetant tout ce que nous pensions pouvoir revendre plus tard. Nous vivions de ramen et de caféine, étirant chaque dollar autant que possible. L'unité de stockage s'est rapidement remplie de pelles à neige, de manteaux d'hiver, de radiateurs portables et d'autres articles de saison. Chaque fois que nous ajoutions quelque chose à la pile, je ressentais une petite vague d'espoir. Peut-être que ça marcherait. Peut-être que nous étions sur quelque chose. Mais les doutes étaient toujours là, rôdant au fond de mon esprit. Que se passerait-il si ça ne marchait pas? Que se passerait-il si nous ne faisions que perdre notre temps et notre argent? Que se passerait-il si je finissais par prouver que mes parents avaient raison, que je n'étais qu'un échec destiné à tout gâcher? Malgré mes peurs, nous avons continué. J'ai été la force motrice derrière l'opération, nous poussant toujours à voir grand, à prendre plus de risques. Il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent, disait-il, et nous suivions son exemple, même lorsque je sentais que nous étions au bord du gouffre. Alors que l'hiver approchait, nous avons commencé à publier nos articles en ligne et à faire connaître notre entreprise via les réseaux sociaux. Nous avons créé un site web, offrant la livraison locale moyennant une petite somme. Les premières ventes sont arrivées lentement, mais ensuite, lorsque la première tempête de neige de la saison est arrivée, les commandes ont commencé à affluer. Les gens étaient désespérés pour des pelles à neige, et nous en avions, beaucoup. Nous ne pouvions pas croire à quelle vitesse les choses décollaient. Nous épuisions notre inventaire plus vite que nous ne pouvions le réapprovisionner. Tous les jours, nous courions entre l'unité de stockage et les dortoirs, livrant des articles et emballant des commandes pour l'expédition. C'était épuisant, mais stimulant. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir le contrôle, comme si je faisais quelque chose qui importait. L'argent a commencé à arriver et nous avons réinvesti chaque centime. Nous avons acheté plus d'unités de stockage, plus d'inventaire et avons étendu nos opérations. Nous ne vendions plus seulement des pelles à neige. Nous vendions tout et n'importe quoi qui était hors saison, meubles de jardin en hiver, costumes d'Halloween au printemps, lumière de Noël en été. Si c'était hors saison, nous l'avions et les gens étaient prêts à payer une prime pour l'obtenir. Mais avec le succès sont venus de nouveaux défis. Nous gérions plus d'argent qu'aucun de nous n'en avait jamais vu auparavant, et cela a commencé à changer les choses. Jay,
qui avait toujours été le cerveau derrière l'opération, a commencé à se sentir trop à l'aise avec notre succès. Il a commencé à prendre des risques plus importants, achetant des quantités massives d'articles qui ne se vendaient pas toujours aussi vite que nous le souhaitions. C'est à cette époque que nous avons commencé à remarquer quelques divergences dans les livres. Chris, qui s'était occupé des finances, a remarqué que certains des chiffres ne correspondaient pas tout à fait. Au début, nous avons pensé que c'était juste une erreur, mais au fur et à mesure que nous approfondissions nos recherches, nous avons réalisé que j'ai volé de l'argent. Il utilisait nos bénéfices pour financer son propre style de vie luxueux, nouveaux vêtements, dîners chers, sorties nocturnes dans les bars. Lorsque nous l'avons confronté, je ne l'ai pas nié. Au lieu de cela, il a essayé de le justifier, disant qu'il méritait une plus grande part parce que c'était lui qui avait eu l'idée en premier lieu. Vous ne seriez même pas là si ce n'était pas pour moi, a-t-il dit, la voix pleine d'arrogance. Chris et moi étions furieux. Nous avions travaillé aussi dur que lui, voire plus, et nous n'allions pas le laisser nous arnaquer. Nous lui avons exigé qu'il nous rende ce qu'il avait pris, mais Jess s'est simplement moqué. Bonne chance pour le prouver, a-t-il dit, et il est parti. Ce soir-là, Chris et moi sommes restés éveillés tard, essayant de trouver ce qu'il fallait faire. Nous avions construit quelque chose d'incroyable, quelque chose dont nous étions fiers, et maintenant cela s'effondrait. Nous ne pouvions pas laisser Jess s'enfuir avec notre argent, mais nous n'avions pas les ressources pour le combattre légalement. J'avais l'impression que nous étions piégés, comme si tout notre dur labeur était sur le point de partir en fumée. Mais puis Chris a eu une idée. Et si on le battait de l'intérieur, a-t-il suggéré. On sait comment il fonctionne. On sait où va l'argent. Si on peut prouver ce qu'il a fait, on peut le sortir du jeu pour toujours. C'était un plan risqué, mais nous n'avions pas d'autres options. Nous avons passé les semaines suivantes à rassembler des preuves, à retracer chaque transaction, chaque faux pas que j'ai faisais. C'était angoissant de savoir qu'à tout moment, il pouvait découvrir ce que nous faisions et nous faire fermer. Mais nous étions déterminés. Nous n'allions pas le laisser gâcher tout ce pour quoi nous avions travaillé. Finalement, nous en avons eu assez. Nous avons rassemblé toutes les preuves et avons confronté Jay avec celle-ci. Son visage a pâli lorsqu'il a vu la pile de documents. Nous avions des preuves de chaque dollar qu'il nous avait volé. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il essaierait de se défendre, mais ensuite il s'est simplement effondré sur sa chaise, vaincu. D'accord, a-t-il murmuré. Je vous rendrai l'argent. Mais Chris n'était pas satisfait. On ne veut pas seulement l'argent, a-t-il dit. On veut que tu partes. C'est fini, Jay. Tu ne fais plus partie de ça. Les yeux de Jay ont brillé de colère, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Nous l'avions acculé et il le savait. Il a accepté de partir, nous laissant l'entreprise à Chris et moi. Ce n'a pas été la victoire que nous attendions. Il n'y a eu aucune satisfaction là-dedans, aucune sensation de triomphe, seulement un soulagement que ce soit enfin terminé. Avec Jay parti, les choses se sont calmées. Chris et moi avons continué à diriger l'entreprise, réduisant un peu nos opérations pour éviter les risques que Jay avait pris. Nous nous sommes concentrés sur ce que nous faisions de mieux, acheter à bas prix, vendre cher et satisfaire nos clients. L'entreprise restait rentable et nous gagnions toujours plus d'argent que nous n'aurions jamais rêvé. Mais l'excitation était partie. Nous avions appris à nos dépens que le succès a un prix, que tous ceux qui se disent vos amis ne sont pas vraiment de votre côté. Ce fut une leçon amère, mais dont j'avais besoin. Elle m'a rappelé l'importance de la confiance et sa fragilité. Mais même lorsque j'essayais d'aller de l'avant, de me concentrer sur l'avenir, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation qu'il manquait quelque chose. J'avais consacré tellement de temps et d'énergie à essayer d'échapper à mon passé, à me prouver à moi-même et au monde que je valais quelque chose, que j'avais oublié ce que signifiait vraiment vivre. J'étais tellement concentré sur le succès, sur le fait de gagner de l'argent, que j'avais perdu de vue pourquoi j'avais commencé ce voyage en premier lieu. Je ne voulais pas seulement survivre. Je voulais prospérer. Je voulais construire quelque chose qui compte, quelque chose qui dure. Mais je ne pouvais pas le faire si j'étais constamment en train de regarder par-dessus mon épaule, attendant la prochaine trahison, le prochain échec. Alors j'ai pris une décision. J'ai décidé de laisser le passé derrière moi, de cesser de le laisser me définir.
Je n'étais pas l'enfant effrayé et brisé que mes parents avaient essayé de faire de moi. J'étais plus fort que ça, meilleur que ça. Et j'étais prêt à commencer à vivre ma vie à mes propres conditions. Chris et moi avons continué à diriger l'entreprise, mais nous avons aussi commencé à explorer d'autres opportunités. Nous avons investi dans de nouvelles entreprises, relevé de nouveaux défis. Nous n'étions plus seulement des associés commerciaux, nous étions amis et nous étions ensemble dans tout ça. Avec le temps, l'entreprise a grandi et notre confiance aussi. Nous avons commencé à prendre plus de risques, mais cette fois-ci, ils étaient calculés. Nous avions tiré les leçons de nos erreurs et nous étions déterminés à ne pas les répéter. Et petit à petit, l'obscurité qui avait toujours fait partie de ma vie a commencé à s'estomper. Les voix de mes parents, les doutes et les peurs qui m'avaient tourmenté pendant si longtemps, ont commencé à perdre leur pouvoir. Je ne survivais plus seulement. Je vivais. Et ça faisait du bien. Mais je savais que les ombres de mon passé seraient toujours là, rôdant au fond. Elles faisaient partie de moi, autant que le succès que j'avais accompli. Mais elles ne me contrôlaient plus. J'avais le contrôle maintenant et j'étais prêt à faire face à ce qui allait arriver ensuite. Alors que Chris et moi étions devant nos unités de stockage, regardant les rangées d'inventaire que nous avions construites de rien, je me suis rendu compte que ce n'était que le début. Nous étions allés si loin, mais il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à accomplir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. L'espoir que l'avenir soit brillant, que je sois capable de plus que ce que j'aurais jamais imaginé. L'espoir qu'en dépit de tout, je puisse construire une vie qui vaille la peine d'être vécue. Alors que le soleil se couchait sur un autre jour, je me suis tournée vers Chris et j'ai souri. On a réussi, ai-je dit, la voix pleine d'un mélange d'incrédulité et de fierté. Chris m'a rendu mon sourire. Oui, on a réussi. Mais ce n'est que le début. Et il avait raison. Ce n'était que le début. Il y avait beaucoup plus à venir, beaucoup plus de défis à relever. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. J'étais prêt. Prêt à affronter le monde. Prêt à vivre ma vie à mes propres conditions. Après l'épreuve avec Jay, Chris et moi avions trouvé un rythme pour diriger l'entreprise. Nous allions bien, mieux que ce que j'aurais jamais imaginé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je pouvais vraiment appeler mien. Notre entreprise grandissait constamment et l'argent que nous gagnions était suffisant non seulement pour nous maintenir, mais aussi pour nous permettre de commencer à penser à étendre nos opérations. Nous étions en train de chercher des locaux commerciaux possibles en ville, pensant qu'un magasin physique pourrait être la prochaine étape pour nous. J'avais même commencé à penser à mon avenir d'une manière qui n'était plus assombrie par l'obscurité de mon passé. J'étais prudemment optimiste, commençant à croire que je pourrais enfin laisser derrière moi le traumatisme de mon enfance. Les séances de thérapie auxquelles j'avais assisté aidaient aussi, me donnant des outils pour faire face aux effets persistants des abus de mes parents. Pour la première fois, je construisais quelque chose pour moi, libre de l'influence toxique de mon passé. Mais juste au moment où je pensais avoir enfin échappé à tout ça, mon passé a de nouveau fait irruption dans ma vie de la manière la plus inattendue et horrible qui soit. Cela a commencé par un après-midi froid et gris. Chris et moi étions dans l'unité de stockage, en train d'organiser notre inventaire pour la saison prochaine. Nous nous préparions pour l'hiver, nous approvisionnant en radiateurs portables, en équipement pour la neige et autres articles essentiels qui se vendraient comme des petits pains dès que la première neige tomberait. Je vérifiais nos commandes en ligne lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un SMS, mais pas d'un numéro que je reconnaissais. Le message était bref, quelques mots seulement, nous devons parler. Viens à la maison. J'ai fixé le message, le cœur battant fort. Les seules personnes qui avaient appelé leur maison, la maison, de cette manière étaient mes parents. Et je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis plus d'1 an, pas depuis qu'ils m'avaient renié et m'avaient dit que j'étais mort pour eux. Mon premier instinct a été de supprimer le message et de l'ignorer, mais quelque chose m'a arrêté. Une curiosité malsaine, peut-être, ou peut-être juste l'effet persistant d'une vie de manipulation. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu, demandant ce qu'il voulait. La réponse a été presque immédiate, viens à la maison. Maintenant. J'ai montré le message à Chris, qui semblait aussi inquiet que moi. Tu vas vraiment y aller, a-t-il demandé.
J'ai haussé les épaules, essayant de paraître indifférent alors que mon estomac se tordait d'anxiété. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est rien. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. Chris a froncé les sourcils, clairement pas convaincu. Ou peut-être qu'ils essaient juste de te manipuler à nouveau. Tu sais comment ils sont. Il avait raison, bien sûr. Mes parents n'avaient jamais été du genre à admettre qu'ils avaient tort ou à chercher la réconciliation. Mais quelque chose dans le message semblait différent, plus urgent. Et contre mon meilleur jugement, je me suis sentie obligée de voir ce qu'ils voulaient. Alors, après beaucoup de débats internes et avec les encouragements hésitants de Chris, j'ai décidé d'y aller. J'ai conduit les quelques heures qui me séparaient de la ville où j'avais grandi, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Alors que je m'approchais de la maison où j'avais passé ma misérable enfance, un sentiment d'effroi s'est emparé de moi. Le vieux quartier n'avait pas beaucoup changé, les mêmes maisons délabrées, les mêmes trottoirs fissurés. C'était comme si le temps s'était arrêté. Lorsque je me suis arrêtée devant la maison de mes parents, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, ni de lumières allumées à l'intérieur. La maison semblait abandonnée, sans vie. Mon cœur s'est affaissé lorsque je suis sortie de la voiture et que je me suis approchée de la porte d'entrée. J'ai sonné, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai essayé la porte et, à ma grande surprise, elle était ouverte. Je l'ai poussée pour l'ouvrir et je suis entrée, appelant timidement « Maman ? Papa ?» La maison était étrangement silencieuse. Le salon était tel que je m'en souvenais, froid, stérile et dépourvu de toute chaleur. J'ai traversé la maison, vérifiant chaque pièce, mais il n'y avait aucun signe de mes parents. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés. J'étais sur le point de partir lorsque j'ai remarqué une enveloppe sur le comptoir de la cuisine, avec mon nom écrit dessus en lettres de ma mère. Je l'ai ramassée, les mains tremblantes, et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, avec quelques lignes écrites de l'écriture soignée et précise de mon père. Nous connaissons ton entreprise. Nous voulons ce qui nous appartient. N'essaie pas de te battre contre nous ou tu le regretteras. Ces mots m'ont envoyé un frisson dans le dos. Je n'avais aucune idée de comment ils avaient appris l'existence de l'entreprise, mais l'implication était claire, ils voulaient l'argent. L'argent pour lequel j'avais travaillé si dur pour le gagner. L'argent qui n'avait rien à voir avec eux. J'ai froissé la lettre dans mon poing, la colère montant en moi. Comment osent-ils ? Après tout ce qu'ils m'avaient fait, après m'avoir renié et m'avoir dit que je ne valais rien, ils avaient maintenant l'audace d'essayer de réclamer ce que j'avais construit pour moi. Je savais que je devais sortir de là, que je devais retourner à la sécurité de ma nouvelle vie. Mais lorsque je me suis retournée pour partir, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Mes parents étaient sur le seuil, le visage déformé par la colère et l'avidité. Les yeux de mon père étaient froids et calculateurs, tandis que ceux de ma mère étaient remplis d'un mélange de haine et de satisfaction narquoise. J'ai ressenti une vague de peur me submerger, mais je me suis forcée à rester ferme. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Nous sommes là pour réclamer ce qui nous appartient », a dit mon père, la voix froide comme la glace. « Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de nous, de tout ce que nous t'avons donné, et commencer une nouvelle vie ? Tu restes notre fils et ça veut dire que ce qui est à toi est à nous. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Vous ne m'avez rien donné », ai-je crié. « Vous m'avez renié. Vous avez dit que je n'étais rien pour vous. » Ma mère s'est moquée. « Tu restes le nôtre, que ça te plaise ou non. Et tu nous dois pour tout ce que nous avons fait pour toi. » Vous avez fait pour moi, ai-je répété, incrédule. Vous m'avez abusé. Vous avez fait de ma vie un enfer. Le visage de mon père s'est assombri. Fais attention à ta langue, garçon, a-t-il grommelé. Tu ne voudras pas aggraver les choses pour toi. J'avais l'impression d'être pris au piège d'un cauchemar, les murs se refermant autour de moi. Ils avaient toujours été comme ça, manipulateurs, cruels et totalement dépourvus de sens moral. Mais c'était un nouveau minimum, même pour eux. Je savais que je ne pouvais pas les laisser s'en tirer comme ça, mais je savais aussi qu'ils étaient dangereux, qu'ils n'hésiteraient pas à me détruire si j'essayais de les affronter. Mais puis je me suis souvenu de quelque chose. Je n'étais plus ce petit garçon effrayé et brisé.
J'avais construit quelque chose pour moi, quelque chose auquel ils n'avaient pas droit. Et je n'allais pas les laisser me faire ça à nouveau. Vous n'aurez pas un sou, ai-je dit, la voix ferme. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai et vous n'avez droit à rien de tout ça. Les yeux de mon père se sont rivés et il a fait un pas en avant, la main serrée en poing. Tu veux vraiment faire ça à la dure, hein? Je n'ai pas reculé. Dehors, ai-je dit, la voix froide, ou j'appelle la police. Ma mère a lâché un rire amer. La police? Tu crois vraiment qu'ils vont t'aider? Tu n'es rien, comme on te l'a toujours dit. Tu ne seras jamais rien sans nous. Mais je ne l'écoutais plus. J'en avais fini d'écouter ses mensonges, de la laisser me contrôler. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911, les mains tremblantes mais ma résolution inébranlable. Lorsque le téléphone a sonné, mon père s'est jeté sur moi, la main tendue pour attraper le téléphone. Mais j'ai été plus rapide. Je me suis écartée de sa portée, avant qu'il puisse m'arrêter, j'avais le téléphone à l'oreille. La voix de l'opératrice de l'autre côté, 911, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide, ai-je dit rapidement, la voix tremblante. Mes parents essaient de me prendre mon argent. Ils m'ont menacé. Veuillez envoyer quelqu'un immédiatement. Le visage de mon père s'est tordu de rage et il s'est jeté de nouveau sur moi. Mais je l'ai esquivé, reculant vers la porte. Petit salaud, a-t-il grommelé. Tu crois que tu peux t'en tirer? On va te ruiner. Mais je n'avais plus peur. Ni de lui, ni de ma mère, ni des fantômes de mon passé qui m'avaient tourmenté pendant si longtemps. J'avais passé toute ma vie à fuir, à me cacher de leur cruauté et de leurs mensonges. Mais maintenant, pour la première fois, j'étais prêt à me défendre. La police est arrivée en quelques minutes et j'ai vu qu'ils menottaient mes parents et les emmenaient, me criant dessus et me maudissant tout le temps. Ce fut un moment surréaliste, qui s'est avéré à la fois libérateur et terrifiant. Je les avais enfin confrontés, j'avais enfin repris le contrôle de ma propre vie. Mais je savais que ce n'était que le début d'une longue et douloureuse bataille. Les semaines suivantes ont été un flou de procédures judiciaires et de confusion émotionnelle. J'ai demandé une ordonnance restrictive contre mes parents et, avec l'aide de Chris, j'ai engagé une avocate pour me représenter. L'avocate, une femme perspicace et censée nommer Lisa, était confiante que nous pourrions prouver que mes parents n'avaient pas droit à mon argent. Mais elle m'a prévenu que ce ne serait pas facile. Mes parents étaient manipulateurs, rusés et feraient tout leur possible pour retourner la situation à leur avantage. À l'approche de la date du procès, j'ai passé des heures avec Lisa, passant en revue chaque détail de mon enfance, chaque instance d'abus et de manipulation. Ce fut douloureux de revivre ces souvenirs, de déterrer toutes les vieilles blessures que j'avais tant fait d'efforts pour oublier. Mais je savais que c'était nécessaire. Je devais montrer au tribunal la vérité sur mes parents, je devais prouver qu'ils m'avaient abandonné, à la fois émotionnellement et légalement. Le jour du procès est arrivé et j'ai senti comme si j'entrais dans la tanière du lion. Mes parents étaient là, bien sûr, habillés de leurs plus beaux vêtements, le visage comme un masque d'indignation feinte. Ils avaient engagé un avocat de haut vol, un homme réputé pour gagner des procès impossibles. Mais je n'allais pas laisser ça m'intimider. J'avais la vérité de mon côté et j'étais prêt à me battre pour elle. La salle d'audience était froide et stérile, l'air épais de tension. La juge, une femme à l'air sévère aux traits acérés, a déclaré l'ouverture de la séance et le procès a commencé. L'avocat de mes parents a été le premier à parler, les présentant comme des parents aimants et attentionnés qui avaient simplement essayé de protéger leur fils en train de commettre une terrible erreur. Il a affirmé qu'il ne m'avait jamais renié, qu'il m'avait toujours soutenu, à la fois émotionnellement et financièrement. C'étaient des mensonges, bien sûr. Mais ils étaient bons pour mentir. Ils avaient passé des années à perfectionner leur jeu d'acteur, convainquant tout le monde autour d'eux qu'ils étaient les parents parfaits, la famille parfaite. Mais maintenant, c'était à mon tour de parler et j'étais déterminée à exposer la vérité. Je suis montée à la barre, les mains tremblant légèrement alors que je faisais face à la juge. Lisa m'avait préparée à ce moment, m'avait dit de garder mon calme, de dire la vérité et de ne pas laisser son avocat me déconcerter. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. L'avocat m'a harcelé de questions, essayant de me faire trébucher, de me faire douter de moi-même.
Mais je suis restée ferme, racontant chaque détail de mon enfance, chaque instance d'abus, chaque fois que mes parents m'avaient dit que je ne valais rien, que je n'avais pas ma place ici. J'ai raconté au tribunal la nuit où ils m'ont renié, la lettre qu'ils avaient laissée sur le comptoir de la cuisine, la lettre qui avait été ma preuve finale qu'ils avaient rompu tous les liens avec moi. Lisa a présenté la lettre comme preuve, ainsi qu'une série de messages vocaux qu'ils m'avaient laissés au fil des ans, pleins de menaces et d'insultes. C'était une preuve accablante et j'ai pu voir que l'expression de la juge se durcissait en écoutant. L'avocat de mes parents a essayé de me discréditer, a essayé de me présenter comme un enfant rebelle et ingrat qui essayait de ruiner la vie de ses parents aimants. Mais je n'ai pas laissé ça m'affecter. Je savais qui j'étais et je savais ce qu'ils m'avaient fait. Je n'allais pas les laisser réécrire le passé. Le procès a duré des jours, chacun plus épuisant que le précédent. Mais finalement, il s'est terminé. La juge s'est retirée dans ses chambres pour délibérer, me laissant attendre dans la salle d'audience froide et vide avec Chris et Lisa à mes côtés. Les heures ont passé lentement, la tension dans l'air était palpable. J'ai essayé de garder mon calme, mais le poids de tout ce qui s'était passé me pesait, menaçant de m'écraser. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, la juge est revenue. Son expression était illisible alors qu'elle prenait place et appelait à l'ordre dans la salle. Mon cœur battait fort dans ma poitrine lorsqu'elle a commencé à parler, d'une voix calme et mesurée. J'ai examiné toutes les preuves présentées dans cette affaire, a-t-elle dit, son regard passant de mes parents à moi, et il est clair que les accusés, mes parents, ont commis un schéma d'abus émotionnel et physique qui ne peut être ignoré. De plus, les preuves démontrent clairement qu'ils ont renié l'accusé, à la fois légalement et émotionnellement, et n'ont donc pas droit à ses actifs financiers. J'ai senti une vague de soulagement me parcourir alors qu'elle continuait, mais je savais que ce n'était pas encore terminé. Compte tenu de la gravité des abus, a-t-elle dit, je réfère cette affaire au procureur du district pour une enquête plus approfondie. Je pense que des accusations criminelles doivent être portées contre les accusés pour leurs actes. La salle d'audience a éclaté dans un chaos. Mes parents criaient, leur avocat protestait, mais je n'ai rien entendu de tout ça. La seule chose à laquelle je pouvais me concentrer était le fait que j'avais gagné. Je m'étais enfin libérée de leur contrôle, de l'obscurité qui m'avait hantée pendant si longtemps. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Le procureur du district a repris l'affaire et mes parents ont été arrêtés pour accusation d'abus d'enfants, de négligence et de fraude. Le procès a été rapide, étant donné la montagne de preuves contre eux, et ils ont tous les deux été condamnés à plusieurs années de prison. Ce fut une victoire amère. Je n'aimais pas l'idée de mes parents derrière les barreaux, mais je savais que c'était la seule façon de m'assurer qu'ils ne pourraient plus faire de mal à personne d'autre. Avec le procès derrière moi, j'ai enfin pu commencer à aller de l'avant avec ma vie. Chris et moi avons continué à diriger notre entreprise et chaque jour, nous connaissions plus de succès. Mais le succès ne concernait plus seulement l'argent. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je pouvais surmonter mon passé, que je pouvais construire quelque chose qui en valait la peine malgré tout ce qui s'était passé. J'ai commencé à prendre la parole lors d'événements, partageant mon histoire avec d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Ce n'était pas facile, mais c'était cathartique. Je me suis rendu compte qu'en racontant mon histoire, je pouvais aider d'autres personnes qui luttaient, qui se sentaient piégées de la même manière que je l'avais été. Cela m'a donné un sens du but que je n'avais jamais ressenti auparavant. Avec le temps, j'ai commencé à guérir. Les cicatrices de mon passé seraient toujours là, mais elles ne me définissaient plus. J'étais plus que ce qu'ils avaient fait de moi. J'étais plus fort, plus sage et j'étais prêt à relever tous les défis que la vie me présenterait. Chris et moi avons finalement ouvert le magasin dont nous avions rêvé et il est devenu une entreprise prospère. Nous avons embauché des employés, élargi notre inventaire et avons même commencé à offrir des services de livraison dans tout l'État. Mais peu importe à quel point nous devenions prospères, je n'ai jamais oublié d'où je venais. J'ai utilisé une partie de nos bénéfices pour soutenir des organisations qui aidaient les survivants d'abus, sachant que je pouvais faire la différence dans la vie d'autres personnes qui traversaient ce que j'avais enduré. En regardant en arrière, il était difficile de croire jusqu'où j'étais allé. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je ne survivrais pas, où l'obscurité avait menacé de me consumer. Mais j'avais trouvé la force d'aller de l'avant, de me battre et de reprendre ma vie. J'avais affronté mes démons et j'étais sorti de l'autre côté, marqué mes entiers.
Et alors que je me tenais dans notre magasin animé un jour, regardant les clients parcourir les rayons et discutant avec Chris de nos projets d'avenir, je me suis rendu compte de quelque chose d'important, je ne survivais plus seulement. Je vivais. J'étais heureux. Et c'était quelque chose que mes parents ne pourraient jamais me prendre. Car au final, j'avais gagné. Non seulement le procès, mais la bataille pour ma propre âme. J'avais repris le contrôle de ma vie et je n'allais jamais laisser personne me la reprendre. J'avais trouvé mon chemin pour sortir de l'obscurité et maintenant, j'étais enfin libre de vivre dans la lumière.